L'anime commence avec un combattant masculin nommé Ceste, qui tente de se relever lors d'un match de boxe après avoir été appelé par l'arbitre masculin. L'arbitre ne cesse de l'appeler, essayant de le ranimer et de déterminer s'il peut continuer le match. Après quelques instants, Ceste parvient à se remettre sur pied, et le public éclate en acclamations, espérant voir leur Starfighter triompher. Cependant, en ouvrant les yeux et en voyant son adversaire, Ceste reçoit une série de coups de poing consécutifs et commence à craindre pour sa vie. Son adversaire est le redoutable combattant masculin Anden, qui n'a jamais perdu de match et est connu pour ses attaques meurtrières qui ne laissent aucune chance de victoire à ses adversaires. Pendant ce temps, dans le palais de l'Empire romain, le prince Néron Démétrius est couronné 5e empereur. À seulement 17 ans, il devient le plus jeune empereur à avoir jamais dirigé l'Empire romain. Les gens saluent leur nouveau chef avec fierté et applaudissements, ravis de voir Démétrius continuer la gloire de leur royaume. Plus tôt dans la prison d'esclaves, un ancien prisonnier nommé Rocco gère les autres prisonniers, afin qu'ils ne se battent pas pour la nourriture. Une fois que le gardien a apporté leur repas, il veille à ce qu'il soit réparti équitablement afin que tous les détenus puissent manger. Il invite également son meilleur ami, Ceste, à les rejoindre et à profiter de la nourriture fournie par les gardiens de prison. Ceste est un adolescent qui vit comme un combattant d'esclaves depuis de nombreuses années, mais à cette époque, il n'avait jamais combattu dans un vrai match. En attendant son tour pour se battre avec les autres combattants esclaves, Ceste s'entraîne sans relâche pour augmenter sa force et sa vitesse. En revanche, Rocco est un esclave combattant expérimenté qui a facilement remporté les quelques matchs auxquels il a participé. Le physique fort et musclé de Rocco fait que beaucoup d'autres esclaves combattants hésitent ou ont peur de le combattre. Alors que les prisonniers savourent leur repas, un garde les appelle et leur demande de se rassembler au milieu de l'arène alors que la dernière étape de la sélection des combattants esclaves est sur le point de commencer. Dans cette sélection, les prisonniers se battront les uns contre les autres et le vainqueur du match sera formé pour devenir un combattant d'esclaves. Lorsque les gardiens de prison appellent Rocco et Ceste, ils sont choqués d'apprendre qu'ils vont se battre l'un contre l'autre. Cependant, ils n'ont d'autre choix que de se battre pour avoir la chance de devenir des guerriers et de commencer leur voyage vers la libération de l'esclavage. Peu de temps après, l'entraîneur masculin de Ceste, Zafar, s'approche de lui, l'air anxieux car c'est son premier vrai combat dans l'arène. De plus, Ceste doit se battre contre Rocco, qui est connu pour sa force physique supérieure et qui est aussi son meilleur ami. Alors que le combat commence, Ceste essaie de rassembler son courage tandis que Rocco lui dit avec confiance de ne pas se retenir. À la surprise générale, Ceste parvient à donner un coup de poing au visage de Rocco, lui faisant ressentir la douleur de l'attaque. Après cela, Rocco tente de lui lancer une deuxième attaque tandis que Zafar crie depuis la ligne de touche, l'exhortant à ne pas hésiter et à continuer d'attaquer jusqu'à ce qu'il batte Rocco. Déterminé à terminer le match rapidement, Ceste riposte avec des attaques successives de poings sur le corps et le visage de Rocco. Quand il voit Rocco allongé et incapable de se lever, Ceste essaie de l'aider à se relever pour qu'il puisse continuer le combat. Cependant, de manière inattendue, un gardien de prison nommé Julian Valent a déjà tiré plusieurs flèches sur le corps de Rocco, le tuant sous les yeux de Ceste. Voyant cela, Ceste ne peut accepter que son meilleur ami ait été tué injustement et demande à Julian pourquoi il a tué Rocco en plein match. Julian révèle qu'il savait que Rocco ne gagnerait pas le match et que tous les perdants comme Rocco seraient éliminés jusqu'à ce qu'il trouve un vainqueur. Dès le début, l'objectif de Julian dans la tenue de bataille entre prisonniers était de trouver les meilleurs esclaves combattants, et il avait déjà décidé de choisir Ceste comme esclave combattant. Ensuite, il marque la main gauche de Ceste avec du plomb chaud comme signe que Ceste est maintenant son combattant esclave, et toutes les victoires que Ceste remporte lui iront directement. En tant qu'esclave, Ceste était promis à la richesse et à la renommée s'il combattait dans l'arène pour son propriétaire, Julian. S'il réussissait à gagner une centaine de combats, il gagnerait sa liberté. Dans les jours qui ont précédé le prochain combat de Ceste, Zafar a travaillé sans relâche pour augmenter sa puissance de frappe et améliorer sa capacité à attaquer et à échapper à ses adversaires sans battre en retraite. Malgré la différence de taille entre Ceste et son prochain adversaire, Rocco, Zafar pensait que Ceste avait le talent et le potentiel pour révolutionner le sport de la boxe. À cette époque, il se concentrait sur la recherche d'un moyen pour Ceste d'assommer le redoutable Rocco d'un seul coup. Zafar était déterminé à transformer Ceste en boxeur champion. Alors qu'il entraînait Ceste, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment Ceste pourrait éventuellement assommer Rocco, un adversaire redoutable qui était beaucoup plus grand. Mais après avoir étudié de près ses mouvements, Zafar est devenu convaincu que Ceste avait le talent et le potentiel pour révolutionner le sport de la boxe. Il était convaincu qu'avec la bonne formation, Ceste pourrait décrocher un coup de grâce sur Rocco avec seulement quelques coups bien placés. Le lendemain matin, Zafar a annoncé à Ceste qu'il ne combattrait plus dans les matchs scolaires mais qu'il serait transféré à Rome pour lutter contre les combattants esclaves adultes. Alors qu'il se rendait à Rome, Zafar a expliqué à Ceste qu'il se battrait dans une véritable arène de combat devant un large public. Ce serait l'occasion pour Ceste de commencer son parcours pour devenir un boxeur légendaire. À leur arrivée à Rome, Ceste va rencontrer Rusca Atticus, un jeune homme d'environ son âge.
Ruska a demandé si c'était sa première fois dans la ville, et après avoir confirmé que c'était le cas, Cest a expliqué qu'il était venu à Rome pour se battre mais qu'il s'était séparé de son groupe et cherchait maintenant le lieu du match. Puis Ruska a gentiment donné à Cest les indications pour se rendre dans l'arène, et bien qu'il ait été surpris de voir un combattant aussi petit, il espérait toujours que Cest serait victorieux dans le match. Lorsque Cest est entré dans l'arène, il a affronté Gidon, un adversaire beaucoup plus grand et plus musclé. Le commentateur de combat a présenté Cest comme un jeune combattant de l'école de combat de Valent, et le match a commencé. Cest va lancer de puissants coups de poing sur Gidon, ciblant son corps et sa tête. Malgré tous les efforts de Gidon, Cest va réussir à éviter ses attaques et à contrôler le combat, le jetant finalement au sol. Ensuite, l'arbitre a déclaré Cest vainqueur alors qu'il était clair que Gidon était incapable de se relever. Cependant, la victoire de Cest a été accueillie par une demande inquiétante du public. Ils ont crié à l'empereur de tuer Gidon, qui gisait vaincu sur le sol. À ce moment, Gidon tenta d'implorer la miséricorde, levant le pouce à l'empereur. Sachant cela, Cest a été horrifié de réaliser que le perdant du match devait être tué et a rapidement levé le pouce pour demander que Gidon soit épargné. Initialement, l'empereur avait prévu de tuer les deux combattants dans l'arène, mais au final, il décida d'épargner Cest et de ne tuer que Gidon. Là, Zafar a réprimandé Cest pour avoir fait preuve de pitié envers son adversaire vaincu, mais il a expliqué qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de tuer quelqu'un qu'il venait de vaincre. Il croyait que si chaque adversaire qu'il battait devait mourir, cela signifierait qu'il était un tueur. Alors qu'il débattait de la question, l'un des gardes du corps royaux s'est approché d'eux et les a informés que le jeune empereur voulait rencontrer Cest en personne. Lorsque Cest est arrivé au palais, il a été choqué de voir que l'adolescent louant ses compétences dans l'arène était en fait l'empereur Néron, qui n'avait que 17 ans. Pendant ce temps, Ruska avait également remporté la victoire dans l'arène, battant un adversaire plus fort que lui. Lorsque la victoire de Ruska a été annoncée, Cest a été surpris d'apprendre que l'homme qui lui avait donné des instructions plus tôt était un combattant si habile. Sachant cela, Zafar et Cest ont été impressionnés par la capacité de Ruska à briser la main de son adversaire et à contrôler le combat. Après la fin du match de Ruska, l'empereur Néron a invité Ruska et Cest à venir au palais et à le rencontrer dans le jardin du palais. Alors qu'il se promenait dans le jardin, Cest a été ému par la belle musique jouée par Néron sur sa lyre. Il a été ravi des éloges sincères de Cest et les a salués. Cependant, la femme de chambre de Néron, Roxane, a rapidement interrompu leur rencontre, disant à Néron qu'il devait se préparer pour une réunion importante. Cependant, il lui a demandé d'annuler la réunion et de vider son emploi du temps de la journée, car il n'avait envie de voir personne. Après le départ de Roxane, Néron s'est tourné vers Ruska et lui a demandé pourquoi il avait choisi de participer aux batailles d'esclaves dans l'arène, même s'il n'était pas un esclave mais le fils d'un noble. Puis Ruska a dit que son père l'avait formé depuis son enfance pour devenir un combattant puissant, pour devenir un garde du corps qui pourrait protéger la famille impériale. Contrairement à Ruska, Cest n'a jamais rêvé de devenir un combattant, mais il devait le faire et gagner une centaine de combats pour se libérer d'être un esclave. En entendant cette déclaration, Néron s'est également senti triste parce qu'il comprenait ce que cela faisait d'être dans une position que nous n'avions jamais voulu. Cest a été surpris par l'attitude de Néron et s'est rendu compte qu'il ne se sentait pas heureux même s'il était au sommet de l'Empire romain. Alors qu'ils étaient tous les trois au milieu de leur conversation, la mère de Néron, Agrippina, est soudainement apparue et, sans raison apparente, a ordonné à Ruska de combattre Cest. En entendant cela, Néron a tenté d'intervenir et d'arrêter le combat, rappelant à sa mère qu'il n'était pas dans l'arène. Cependant, ses ordres étaient absolus et les deux jeunes guerriers n'avaient d'autre choix que de s'y conformer. Soudain, Zafar est arrivé sur les lieux juste à temps pour assister au combat et a immédiatement regretté d'avoir amené Cest au palais. Il savait que quelque chose comme ça pouvait arriver, mais il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le combat entre Ruska et Cest s'ensuivit, car les deux jeunes guerriers n'avaient d'autre choix que de suivre les ordres d'Agrippina. Peu de temps après, le combat entre Cest et Ruska a commencé, Cest lançant la première attaque. Cependant, Ruska pouvait facilement parer ses frappes et contrer avec un puissant claquement sur le corps de Cest, l'avertissant de protéger sa tête. Ruska a ensuite enchaîné avec un mouvement qui a coupé le souffle de Cest, lui faisant perdre connaissance pendant quelques instants. Zafar, qui regardait le combat, a été choqué par l'attaque et s'est inquiété de l'état de Cest. Pendant ce temps, le père de Ruska, Démétrius, était fier de la victoire de son fils et a demandé à Zafar de quitter la ville. Bien qu'il ait remporté le combat, Démétrius a réprimandé Ruska pour ne pas avoir porté un coup mortel à Cest. En entendant cela, Ruska réussit à retenir sa colère mais jura qu'un jour il tuerait Démétrius. Alors qu'il retournait à l'auberge, Cest a été secoué par sa défaite et s'est rendu compte que ses compétences de combat n'étaient pas assez fortes pour vaincre Ruska. Ensuite, Zafar a essayé de le consoler, lui rappelant que la défaite était une expérience d'apprentissage précieuse qui ne ferait que le rendre plus fort à l'avenir. Quelques jours plus tard, Zafar et Cest ont reçu la nouvelle dévastatrice que l'école de combat de Valent avait pris feu, coûtant la vie à presque tout le monde à l'intérieur,
y compris Julius. Bien qu'il ne soit plus affilié à une école de combat, le sort de Ceste en tant que combattant d'esclave est resté inchangé. Il a dû continuer à se battre et à gagner autant de matchs que possible afin de gagner sa liberté. Après l'incendie, Ceste et Zafar ont été achetés par un noble nommé Fabri et emmenés à Pompéi pour participer à un tournoi de combat. Il s'est avéré que Fabri possédait plusieurs esclaves combattants qualifiés, dont Anden, un jeune homme avec une technique mortelle qui pouvait potentiellement tuer son adversaire dans l'arène. Alors qu'Anden se préparait à combattre un autre esclave nommé Rudok, un combattant nommé Nazca les arrêta et les avertit de ne pas se battre en public. Il a révélé que Rudok était l'invité de Fabri. Peu de temps après, Anden a poursuivi sa formation seul, avec Ceste et les autres combattants esclaves prêtant une attention particulière. Ensuite, Zafar a expliqué que les exercices qu'Anden effectuait pouvaient sembler triviaux, mais qu'ils étaient en fait assez difficiles. Cependant, Ceste était plus concentré sur les mouvements d'entraînement qu'Anden exécutait tout au long de la journée. Le lendemain, Sabina Pop, l'épouse de Fabri, a reçu la visite d'une femme qui possédait un stand de nourriture dans la ville. La femme a supplié Sabina de l'aider à chasser un groupe de voyous qui causaient des problèmes dans sa taverne. Sabina, dégoûtée à l'idée que ces voyous perturbent la paix dans sa ville, a fait appel à plusieurs des esclaves combattants, dont Ceste, pour l'aider à affronter les auteurs. Alors que Ceste et les autres arrivaient à la taverne, il ressentit un pincement de nervosité en réalisant que les voyous auxquels il serait confronté étaient tous des hommes beaucoup plus grands. Cependant, avec les encouragements de Rudok, il a rassemblé le courage de tenir bon et d'attaquer les voyous. Malgré les chances contre lui, Ceste et les autres esclaves combattants ont réussi à coincer les voyous. Malheureusement, l'un des voyous a réussi à le prendre au dépourvu et à le frapper par derrière avant de prendre la fuite. Peu de temps après l'altercation à la taverne, Anden est arrivé sur les lieux, traînant le voyou qui avait échappé à l'attaque de Ceste. Quand Anden s'est tenu devant Sabina, elle a mentionné qu'elle avait trouvé un autre grand combattant qui pourrait potentiellement le remplacer. Cependant, Anden l'a supplié de ne pas prendre de décision hâtive. Il s'est avéré qu'Anden était une esclave de combat qui avait été chargée de protéger la famille de Sabina, mais récemment, son attitude envers lui s'était refroidie, car elle l'avait évité. Quand Anden a demandé à Sabina pourquoi elle voulait le remplacer par un autre combattant, elle a admis qu'elle était déçue de lui pour avoir rompu une promesse qu'ils avaient faite. Anden, déterminé à faire amende honorable, lui a promis qu'il gagnerait son prochain combat sans une seule défaite, réaffirmant son attachement à leur accord. Alors que Nazca observait leurs interactions, il réalisa qu'Anden nourrissait des sentiments amoureux pour Sabina depuis un certain temps. Cependant, il savait aussi que peu importe à quel point Anden essayait d'impressionner Sabina, elle ne serait jamais avec un esclave comme lui. Nazca était en fait au courant des sentiments d'Anden depuis un certain temps, et il se souvenait du moment où Anden avait rassemblé le courage de souhaiter un joyeux anniversaire à Sabina. À ce moment-là, il lui a proposé de gagner 30 combats consécutifs en récompense, mais elle n'en était pas satisfaite et a exigé qu'il remporte 50 combats d'affilée. Si Anden réussissait ce défi, Sabina promit de le libérer de son statut d'esclave et d'en faire son assistant personnel. Lorsque Rudok a appris ce défi, il a pensé que la raison du combat d'Anden était ridicule et a juré de le vaincre afin de briser sa séquence de victoire. Après l'incident au stand de nourriture, Ceste n'a pas pu s'empêcher de penser que s'il était plus grand et plus fort, les voyous n'auraient eu aucune chance de lui échapper. Cette nuit-là, alors que les esclaves combattants s'asseyaient pour le dîner, Zafar remarqua que Ceste semblait troublé et lui demanda ce qu'il avait en tête. Ceste a admis qu'il s'était senti frustré plus tôt dans la journée, car il n'avait pas été en mesure de montrer ses capacités puisque ses adversaires étaient toujours plus grands et plus forts que lui. Ceste souhaitait avoir une technique mortelle comme celle d'Anden, quelque chose qui lui permettrait d'abattre son adversaire en une seule frappe, mais Zafar a expliqué qu'il n'y avait pas de technique simple qui pouvait mettre fin à un combat instantanément. Pour lancer une attaque mortelle sur un adversaire, un combattant doit être capable d'anticiper ses schémas d'attaque et d'identifier ses points faibles. Zafar a ensuite demandé à Ceste s'il pouvait contrôler son désir de tuer dans l'arène, car un jour, il affronterait sûrement un adversaire dangereux dans une bataille à vie ou à mort. S'il pouvait accepter son destin de combattant et promettre de ne plus s'enfuir, Zafar lui proposa de lui apprendre une technique mortelle. Peu de temps après, Ceste va demander à Zafar de lui apprendre la technique car il voulait gagner ses matchs et éviter de mourir dans l'arène. Pendant qu'il parlait, Nazca s'est approché de Ceste et lui a dit que Sabina voulait le rencontrer en privé. Lorsque Ceste est arrivé dans la chambre de Sabina, elle a révélé qu'elle était intéressée à l'acheter et à en faire son garde du corps personnel. Ceste en fut surpris et lui demanda pourquoi elle l'avait choisi, d'autant plus qu'elle avait déjà Anden, qui lui était extrêmement dévoué et prêt à tout pour elle. Sabina a expliqué qu'elle était impressionnée par la capacité de combat de Ceste et sa capacité à vaincre ses adversaires malgré sa petite taille. En plus de cela, elle sentait qu'elle ne pouvait plus contrôler Anden, qui avait tendance à se rebeller et à enfreindre les règles, ce qui rendrait difficile pour elle de l'amener à des événements sociaux. Si Ceste avait accepté l'offre de Sabina,
Il aurait été libéré de l'effusion de sang constante de l'arène, mais il a décidé de la rejeter. Il a dit à Sabina qu'il en avait assez d'être constamment échangé et qu'il voulait se battre pour sa liberté à sa manière en remportant des batailles. Bien que la vie de Ceste en tant que combattant d'esclave ait été pleine de tristesse, il a été réconforté par le fait qu'il avait un professeur très respecté et des amis qui le respectaient. Il a réitéré qu'il voulait gagner sa liberté grâce à sa propre force et vivre avec fierté en tant que véritable combattant. En entendant son refus, Sabina s'est sentie humiliée et offensée et a décidé de faire appel à Anden pour combattre Ceste dans l'arène. Sabina voulait qu'Anden gagne le combat et détruise complètement Ceste, le laissant battu et incapable de se tenir devant elle. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'Anden se retienne, même si son adversaire n'était qu'un enfant, car elle voulait que Ceste regrette d'avoir rejeté son offre. Le lendemain, Anden a commencé à s'entraîner dur afin d'augmenter sa force, tout en endurant sa déception à l'idée que Sabina offre à Ceste ce qu'il cherchait depuis 16 ans. Quelques jours plus tard, alors que les matchs du tournoi commençaient, Ceste et Anden se sont finalement affrontés et se sont préparés à commencer leur combat. Lorsque l'arbitre a signalé le début du match, Ceste a rapidement lancé une série d'attaques, qu'Anden a facilement paré. Il semblait qu'Anden sous-estimait ses capacités, car il n'était qu'un enfant avec peu d'expérience dans les batailles d'arène. Cependant, l'attitude confiante d'Anden l'a rendu vulnérable et Ceste a réussi à lui donner un coup de poing dur au visage, le jetant au sol. Sabina, qui avait regardé le combat, se leva sous le choc, car elle ne s'attendait pas à ce qu'un petit garçon comme Ceste puisse attaquer Anden aussi efficacement. Bien qu'il ait été renversé, Anden a refusé d'abandonner et s'est remis sur pied, prêt à montrer ses véritables capacités. Pendant ce temps, les amis de Ceste dans le public semblaient inquiets en le voyant lutter pour reprendre son souffle. Zafar a expliqué que Ceste était devenu plus fort grâce à l'entraînement qu'il avait suivi, mais qu'il avait encore du mal à réguler sa respiration, ce qui laissait sa défense trembler. Ensuite, Zafar l'a exhorté à réguler sa respiration et à renforcer sa défense, car Anden n'avait encore lancé aucune attaque. Alors qu'Anden se remettait sur pied, Ceste était déçu de ne pas avoir pu le blesser gravement et Anden était toujours en bon état. Ensuite, Anden a tenté de lancer quelques coups de poing au visage de Ceste, mais il a réussi à tous les esquiver, bien qu'il n'ait toujours pas eu la chance de contre-attaquer. Zafar, remarquant que Ceste était acculé, lui a demandé d'ajuster sa position et de contrôler l'espace entre les combattants, car permettre à Anden de le repousser lui donnerait un avantage dans le combat. Alors que Ceste continuait d'esquiver les attaques, Anden a finalement trouvé une ouverture et a frappé l'oreille de Ceste. Tout le monde a été surpris par la cible inhabituelle d'Anden, mais Zafar savait qu'un tel coup pouvait perturber l'équilibre de l'adversaire, car le conduit auditif est étroitement lié au centre de l'équilibre. Comme Zafar l'avait prédit, Ceste a pu se remettre sur pied, mais sa vision était floue et il a perdu l'équilibre. Dans les sièges du public, Nazca a reconnu les positions d'Anden, qui étaient des mouvements qu'il utilisait toujours pour lancer des techniques d'attaque mortelle. Il a été choqué de voir Anden utiliser ces techniques sur un garçon, car ils avaient déjà tué 3 combattants adverses. Ignorant la douleur dans sa tête, Ceste va commencer à donner des coups de poing à Anden pour trouver une ouverture pour attaquer son estomac. Cependant, il ne s'est pas rendu compte qu'Anden l'appâtait, attendant une occasion de libérer sa technique mortelle. Anden a alors sauté et a commencé à frapper Ceste à l'arrière de la tête jusqu'à ce qu'il tombe au sol et perde connaissance pendant quelques instants. Voyant cela, les amis de Zafar et Ceste dans le public ont essayé de le faire reprendre conscience en criant son nom à plusieurs reprises. Après quelques instants, Ceste a repris conscience, et c'est la scène qui a été montrée au début de l'anime lorsqu'il s'est battu bec et ongle contre Anden. Même s'il était de retour sur ses pieds, Ceste avait l'air un peu confus par la situation autour de lui, car la précédente technique du coup fatal d'Anden lui avait fait subir une grave commotion cérébrale. Il a même subi une perte de mémoire temporaire, ce qui l'a rendu incapable de se souvenir de ce qui s'était passé avant de perdre connaissance ou de l'attaque qu'Anden avait utilisée contre lui. Zafar, qui entraînait Ceste depuis des années, savait qu'il n'avait toujours pas utilisé toutes ses capacités et croyait qu'il pouvait encore survivre. Ensuite, Anden a tenté d'intimider Ceste en disant qu'il aurait pu mourir dans ce combat s'il avait osé lancer une attaque, mais Ceste a refusé de reculer et a voulu continuer le combat. Anden a été surpris de voir que le garçon combattant n'avait pas abandonné, même après avoir reçu une attaque mortelle et subi une grave commotion cérébrale. Les amis de Ceste dans le public ont également été surpris de le voir toujours debout. Zafar a expliqué que cela était possible parce que la fonction cardio-pulmonaire de Ceste était toujours pleinement opérationnelle et que le système pouvait rapidement faire circuler de l'oxygène frais dans tout son corps. De plus, les personnes au corps léger et élastique, comme Ceste, pourraient absorber et dévier la force des coups de poing de leur adversaire, réduisant ainsi l'impact de l'attaque d'Anden. Anden, fatigué du long combat, a décidé d'y mettre fin en lançant une dangereuse attaque de suivi. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers Ceste, il a esquivé l'attaque et a répliqué avec un coup aux côtes d'Anden.
Il a également renversé les rôles et a commencé à dominer la bataille, excitant les spectateurs, qui ont applaudi et crié avec enthousiasme. Zafar s'est rendu compte que l'attaque de Sestv avait réussi à briser les côtes d'Anden, même s'il avait essayé de cacher sa douleur à Sestv. Bien que Sabina et les autres spectateurs aient insisté pour mettre fin au combat et éliminer Sestv, la performance d'Anden s'affaiblissait visiblement. Les mouvements d'attaque d'Anden devenaient de plus en plus lents alors que la blessure sur ses côtes lui causait une douleur atroce. Anden et Sestv ont essayé de retenir leur douleur et ont lancé des attaques l'un contre l'autre. Quand Anden s'est rendu compte que Sestv allait à nouveau attaquer ses côtes, il a rapidement esquivé et changé de position, ce qui a rendu Sestv anxieux. Il savait que chaque fois qu'Anden adoptait une position puissante comme celle-là, cela signifiait qu'il était sur le point de lancer une attaque mortelle, mais cette fois, il ne savait pas quelle technique Anden utiliserait. Zafar a déclaré à Sestv qu'Anden mettait en place la position pour gagner du temps et permettre à ses blessures de guérir et a ordonné à Sestv de profiter de cette opportunité pour attaquer. Alors qu'il continuait à lancer des coups de poing, Anden a essayé de repousser toutes les attaques en utilisant une combinaison de techniques. Alors que le sang commençait à couler du temple de Sestv et à brouiller sa vision, il réalisa qu'il était dans une bataille de vie ou de mort. Déterminé à ne pas être tué dans l'arène, il décida d'utiliser la technique d'attaque mortelle que lui avait enseignée Zafar. Alors que la foule éclatait en acclamations, Sestv ne pouvait pas croire qu'il avait réellement gagné. Il était venu si loin du garçon timide qui avait eu peur de tenir tête aux voyous au stand de nourriture. Maintenant, il avait vaincu l'un des combattants les plus redoutables de l'arène, gagnant non seulement sa liberté mais aussi le respect de ceux qui l'entouraient. Alors qu'il se tenait là, haletant et couvert de sueur, Sestv ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment de fierté et d'accomplissement. Il s'était prouvé à lui-même et à tous les autres qu'il était plus qu'un simple esclave, c'était un vrai combattant digne de respect et d'admiration. Anden, d'autre part, a été laissé à contempler sa défaite. Il avait laissé ses émotions prendre le dessus sur lui, laissant son désir de gagner l'affection de Sabina obscurcir son jugement. En fin de compte, il s'est rendu compte que son propre ego avait conduit à sa chute. Malgré sa défaite, Anden ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment d'admiration pour Sestv, qui s'était battu avec tant de détermination et d'habileté. Il savait que Sestv était destiné à la grandeur et il était heureux d'avoir fait partie de son voyage. Lorsque l'arbitre a annoncé la victoire de Sestv, de nombreux spectateurs déçus qui avaient parié leur argent sur la victoire d'Anden ont appelé à sa mort. Sestv, fatigué de la tradition d'exiger la mort des combattants esclavagistes vaincus, s'y est opposé. Ils ont fait valoir que ces combattants ne méritaient pas d'être tués, malgré leur statut d'esclaves. Alors que le chaos dans les tribunes menaçait de devenir incontrôlable, Sestv a levé le pouce le plus haut possible devant Sabina, demandant que la vie d'Anden soit épargnée. Il croyait que personne n'avait le droit de décider qui devait vivre ou mourir. Peu de temps après, Sabina a rapidement pris en main la situation, annonçant que le match reprendrait le lendemain. Alors qu'Anden échouait dans sa mission de vaincre Sestv, Sabina leur fit ses adieux, signalant la fin de leur temps dans l'arène. Le lendemain, Sestv a finalement repris connaissance après avoir été inconscient pendant plus de 24 heures. Ses amis ont été soulagés de voir qu'il était toujours en vie et qu'il n'avait pas de blessures graves, mais Sestv était confus, incapable de se rappeler comment il s'était évanoui. Un de ses amis a expliqué qu'il s'était évanoui après que le chaos dans les tribunes se soit calmé en raison de l'aggravation de sa blessure à la tête. Puis il a posé des questions sur l'état d'Anden, et Nazca lui a dit qu'Anden irait bien que ses propres blessures soient plus graves. Puis Rudok les a informés que Sabina avait renvoyé Anden de son groupe de combattants esclaves après sa défaite écrasante lors du match de la veille. En entendant cela, Nazca s'était attendu à cela, sachant que des gens comme Sabina, issus de familles respectées, accordaient plus d'importance à leur honneur qu'à la vie de leurs esclaves combattants. Cependant, Rudok était un peu déçu, ayant raté sa chance de combattre Anden, mais il a juré d'exprimer sa frustration dans les combats du tournoi à venir. Alors que les amis de Sestv quittaient la pièce pour lui donner un peu de repos, Zafar est allé voir Anden pour vérifier son état. Après s'être présenté comme l'entraîneur de Sestv, Zafar l'a interrogé sur la personne qui lui avait appris la technique des coups de poing. Zafar a remarqué que la technique était similaire à celle qu'il avait enseignée à Sestv, qui visait à renverser un adversaire en une seule frappe. Il était sûr que quelqu'un comme Anden n'aurait pas pu apprendre la technique tout seul, alors il voulait savoir qui la lui avait enseignée. Il y a 5 ans, quand Anden est devenu combattant d'esclaves pour la première fois, il lui était difficile de se lier d'amitié avec d'autres combattants d'esclaves. Il s'entraînait dur pour augmenter sa puissance d'attaque, malgré sa faible expérience de combat. Au cours de cet entraînement difficile, Anden a prié les dieux d'être béni avec de grandes capacités de combat, car il avait accepté son sort de combattant d'esclave. Lorsqu'il a ouvert les yeux, il a vu un homme barbu debout devant lui, louant l'extraordinaire détermination d'Anden, mais déclarant qu'il devait avoir un objectif de combat clair.
Anden, ayant la chair de poule aux paroles de l'homme, a demandé qui il était. L'homme s'est révélé être un ancien combattant de classe 3. Soudain, Anden s'agenouilla devant l'homme mystérieux, le considérant comme un maître, et demanda à apprendre comment devenir un combattant invincible. Ensuite, l'homme a proposé de lui apprendre une attaque qui pourrait tuer un adversaire en un seul coup et lui a demandé de suivre un entraînement assidu. Bien qu'Anden n'ait jamais connu le nom de son maître, il a suivi toutes les instructions et a réussi à gagner chaque bataille. Cependant, un jour, après avoir tué son adversaire le plus fort dans l'arène, Anden s'est rendu compte que son maître avait disparu sans laisser de traces. Zafar a expliqué à Anden que l'homme qui lui avait enseigné s'appelait Démocrite, de Cadix, et n'était pas un sage entraîneur de combat. Zafar savait que Démocrite avait seulement voulu entraîner les autres à réaliser son idée de se battre et les utiliser comme cobayes pour satisfaire sa soif de bataille. Démocrite n'était pas un philanthrope qui enseignait gratuitement la technique mortelle, mais recevait plutôt un paiement sous la forme des résultats des expériences qu'il menait sur chacun de ses élèves. Une fois qu'il était satisfait des expériences et qu'il avait obtenu suffisamment d'informations, Démocrite passait à la conduite de différentes expériences sur d'autres combattants puissants. Zafar était conscient de tout cela car il avait également appris des techniques mortelles de Démocrite mais a refusé de se battre une fois qu'il a appris les véritables intentions de Démocrite. Le lendemain, Nazca accompagna Anden alors qu'il quittait le camp de Pompéi, lui apportant des vivres. Alors que Nazca s'inquiétait de la décision d'Anden, Zafar les a rassurés sur le fait qu'il irait bien et qu'il reviendrait certainement, car ils partageaient le même professeur de combat. Quelques jours plus tard, après que Rudok ait remporté le match du tournoi de combat, le groupe d'esclaves combattants a quitté Pompéi, les habitants de la ville se sentant fiers des prouesses d'Anden. Le lendemain, après l'arrivée du groupe d'esclaves combattants dans leur ville de destination, Sestva eut le premier tour de se battre dans un tournoi qui s'y tenait. Après avoir réussi à vaincre son adversaire dans l'arène, un jeune combattant nommé Félix a été impressionné par la capacité de combat de Sestva, car la puissance de frappe qu'il possédait était considérée comme très forte pour quelqu'un de si jeune. Au départ, Félix s'est demandé où Sestva avait appris cette technique d'attaque, mais en apprenant que Zafar était celui qui l'avait entraîné, Félix est devenu encore plus intéressé à le vaincre. Donc avant cela, Félix avait entendu l'histoire d'un grand combattant de Numedia City nommé Zafar, qui a gagné le surnom de Holub et a disparu après avoir subi une grave blessure au genou. Félix pensait qu'en battant Sestva, il pourrait indirectement vaincre le combattant légendaire. La veille du tournoi final, Sestva ne pouvait pas dormir en pensant à son dernier match contre Félix. Il devait gagner ce match pour se qualifier pour la Premier League et se demandait s'il pourrait gagner un peu de liberté s'il réussissait à gagner le match principal plus tard. Le lendemain, alors que Sestva se préparait dans la salle des combattants, son collègue Pedro leur a suggéré de regarder le match de demi-finale du premier groupe pour avoir une idée des capacités de Félix. Mais Sestva a fait valoir qu'observer le match d'un adversaire était dangereux, car le schéma d'attaque d'un combattant dans chaque match était toujours différent. Il serait plus sûr de supposer que l'adversaire auquel ils étaient confrontés était fort et ne connaissait pas leurs capacités sans les affronter de front, leur permettant d'être plus vigilants et prudents. Dans la salle de préparation du premier groupe, les amis de Félix l'ont averti de ne pas trop sous-estimer Sestva, car il pourrait battre Félix dans ce match. Cependant, Félix les a rassurés qu'il n'avait jamais sous-estimé Sestva mais avait observé ses matchs lors du match précédent et connaissait déjà ses faiblesses. Alors que le match final était sur le point de commencer, Félix se tenait avec confiance devant Sestva, ses yeux acérés alors qu'il regardait dans Sestva. Le match était très bruyant, avec de nombreux combattants de gladiateurs qui avaient perdu qui regardaient également. Mais, pour Rudok, ils étaient simplement plus soucieux de récupérer leur argent que d'être de grands combattants de gladiateurs. Soudain, l'arbitre du match a annoncé que le vainqueur de la bataille du tour final serait envoyé à l'événement principal à Syracuse, en Sicile. Alors que l'arbitre signalait le début du match, Sestva et Félix se préparaient à lancer leur première attaque, chacun prenant sa position. À ce moment-là, Sestva soupçonnait Félix d'être un adversaire fort et intelligent, étant donné qu'il avait atteint le tour final malgré une carrure similaire à lui. Puis il a lancé la première attaque, essayant de découvrir le style de combat de Félix, et a continué à lancer des coups de poing à plusieurs reprises, poussant Félix en arrière. Voyant la vitesse d'attaque de Sestva, Félix a augmenté sa défense, ne laissant pas Sestva dominer facilement l'arène. Dans les sièges du public, Zafar a expliqué que Félix avait beaucoup d'expérience dans les combats dans des arènes étroites, ce qui lui donnait un avantage en termes de contrôle de l'arène. Avec la capacité de Félix à plonger rapidement, il a soudainement donné un coup de poing dur à la tête de Sestva, le faisant tomber au sol. Sestva a été surpris, car il pensait avoir réussi à éviter le coup de poing, mais la portée d'attaque de Félix était plus longue que prévu, rendant un mouvement d'évasion insuffisant. Alors que ses ifs s'est effondré, Félix l'a insulté et a affirmé qu'il montrerait à Sestva un vrai combat. Puis il tenta de se relever et prévint Félix, occupé à parler, de se recentrer sur le match.
Peu de temps après, Félix est revenu à son attaque précédente, lançant plusieurs coups de poing pour faire faiblir la défense de Sestve et lui infliger un autre coup dur à la tête. Les acclamations de la foule se sont intensifiées lorsqu'ils ont vu Félix commencer à dominer le combat et étaient impatients de voir ce qui se passerait ensuite. Bien qu'il ait reçu 2 coups durs à la tête, Sestve a continué d'essayer de se relever, évitant les coups de Félix et analysant ses schémas d'attaque. Alors que Sestve s'est retrouvé coincé, Félix a révélé qu'il était au courant de l'entorse de la cheville droite de Sestve lors de sa première attaque, croyant que la chance était toujours de son côté. Il avait l'intention de mettre fin au combat en coinçant Sestve contre le mur de l'arène, en bloquant son mouvement et en lançant une attaque mortelle. Mais Sestve a refusé d'abandonner et a réussi à éviter tous les coups de poing de Félix, obtenant ainsi l'opportunité de contre-attaquer. Après avoir renversé Félix d'un coup de poing, Sestve a retrouvé sa confiance et a cru qu'il pouvait encore renverser la vapeur. Les amis de Sestve dans le public étaient fiers de ses capacités, car il était capable d'analyser les schémas de jeu de ses adversaires et de trouver des lacunes pour attaquer. Zafar a expliqué que la garde de Félix diminuait lorsqu'il était trop concentré sur le lancement d'attaque, et Sestve a profité de cette opportunité pour l'attaquer. Alors que le combat reprenait, Félix lança attaque après attaque avec encore plus de force, et Sestve fit de même, mais Félix les esquiva facilement. À ce moment-là, il se sentit un peu déçu de ne pas avoir réussi à lancer une attaque significative sur Félix. Peu de temps après, Félix est revenu à sa stratégie précédente consistant à attaquer continuellement Sestve, le forçant à éviter les attaques et à se faire pousser contre le mur de l'arène. Alors que Sestve se retrouvait coincé, Félix avait l'intention de porter un coup mortel pour terminer le match le plus rapidement possible, mais Sestve en profita pour s'en prendre plusieurs fois au ventre. La bataille entre Félix et Sestve a été intense, les deux lançant attaque après attaque l'un contre l'autre. Après que Sestve ait donné un coup de poing dur sur l'estomac de Félix pour la 2e fois, cela a gêné sa respiration et il a commencé à perdre l'équilibre. Félix s'est demandé comment Sestve était capable d'esquiver ses attaques et de continuer à lancer les siennes, tandis que les amis de Sestve dans les sièges du public étaient étonnés par sa forte endurance et la fatigue croissante de Félix. Frustré que le combat ne soit pas encore terminé, Félix a tenté de contre-attaquer la tête de Sestve, mais Sestve avait déjà attaqué son estomac à plusieurs reprises. Paniqué en réalisant que l'attaque lui rendait la respiration difficile, Félix était vulnérable à l'attaque mortelle de Sestve sur sa mâchoire et ses côtes. À la suite de l'attaque meurtrière, Félix s'est effondré, impuissant, et Sestve a été déclaré vainqueur du tournoi de match final. Ensuite, les spectateurs ont applaudi avec enthousiasme, célébrant la victoire de Sestve et sa sélection pour participer au match principal de la Ligue. Le lendemain, Sestve a paniqué lorsqu'il a remarqué qu'il urinait du sang et craignait d'avoir une grave hémorragie interne. Zafar l'a immédiatement rassuré sur le fait qu'il s'agissait d'un événement normal après le match précédent, au cours duquel Félix s'était cogné le ventre à plusieurs reprises, causant des blessures mineures à ses organes internes. Zafar lui a dit qu'il ne serait pas tué par la blessure, mais qu'il devrait se reposer pendant quelques jours pour récupérer avant l'événement principal. Quelques jours plus tard, Sestve, ennuyé de rester dans sa chambre, a décidé de sortir et de regarder ses amis faire de l'exercice. Le lendemain, lorsque tous les combattants furent prêts, ils partirent pour Syracuse, en Sicile, sur un petit bateau. En arrivant au port de Sicile, Sestve a rencontré Roxane et Ruska, qui étaient en service comme gardes royaux dans la ville. Le lendemain matin, Sestve a invité Ruska à se retrouver au même endroit et l'a informé qu'il avait passé avec succès le tour de qualification et qu'il participerait au match principal. Cependant, Ruska lui a dit de se retirer du match, l'avertissant que c'était dangereux et brutal et qu'il serait difficile pour un jeune combattant comme lui de gagner. Mais Sestve était déterminé à ne pas laisser passer toutes ses luttes et a décidé de participer au match quand même. Alors qu'il se préparait dans la salle, il est tombé sur Andenne, qui était déterminé à venger sa précédente défaite dans le même match. Quelques instants plus tard, l'empereur Néron a annoncé l'ouverture du tournoi principal, qui a été accueilli en grande pompe par les spectateurs autour de l'arène. L'anime se termine par une scène de Sestve marchant vers l'arène, ajustant son bandeau et se préparant à affronter son adversaire. L'anime se termine. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la vraie victoire n'est atteinte que lorsque nous franchissons la ligne d'arrivée. Il est important de rester concentré et de ne jamais abandonner, même lorsque nous pensons que nous sommes sur le point de gagner. Célébrer prématurément peut conduire à la défaite, car le vrai vainqueur peut encore lutter vers l'arrivée.